Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui demeure en moi. Il fait l'œuvre. Nous devons adopter exactement la même position. Nous ne devons rien faire pour aider à la manifestation. Nous nous conformons simplement à la loi, et l'esprit qui est à l'origine de tout produira le résultat. La grande erreur de notre époque est l'idée selon laquelle l'homme doit organiser l'intelligence par laquelle l'infini peut procéder à la réalisation d'un but ou d'un résultat spécifique. Rien de tout cela n'est nécessaire. On peut compter sur l'esprit universel pour trouver les moyens de réaliser toute manifestation nécessaire. Cependant, nous devons créer l'idéal, et cet idéal doit être parfait. Nous savons que les lois que régissent l'électricité ont été formulées de manière à ce que ces pouvoirs invisibles puissent être contrôlés et utilisés à notre avantage et au confort de mille manières. Nous savons que les messages sont transportés à travers le monde, que les machines lourdes accomplissent leur volonté, qu'elle éclaire désormais pratiquement le monde entier. Mais nous savons aussi que si, consciemment ou inconsciemment, nous réussissons à violer sa loi en touchant un câble sous tension qui n'est pas correctement isolé, le résultat sera désagréable et peut-être désastreux. Le manque de compréhension des lois régissant le monde invisible produit le même résultat, et beaucoup en subissent les conséquences tout le temps. Il a été expliqué que la loi de causalité dépend de la polarité où un circuit doit être formé. Ce circuit ne peut être formé à moins que nous ne fonctionnions en harmonie avec la loi. Comment pouvons-nous fonctionner en harmonie avec la loi à moins de savoir ce qu'est la loi? Comment pouvons-nous savoir ce qu'est la loi? Par l'étude, par l'observation. Nous voyons la loi à l'ouvre partout. Toute la nature témoigne du fonctionnement de la loi en silence, s'exprimant constamment dans la loi de croissance. Là où il y a croissance, il doit y avoir vie, là où il y a vie, il doit y avoir harmonie. Ainsi, tout ce qui vit attire constamment vers lui les conditions et les fournitures nécessaires à son expression complète. Si ta pensée est en harmonie avec le principe créatif de la nature, elle est en phase avec l'esprit infini et formera le circuit. Elle ne te reviendra pas vide. Mais il se peut que tu penses à des choses qui ne sont pas en harmonie avec l'infini, et lorsque la polarité est absente, le circuit ne se forme pas. Quel est alors le résultat? Quelle est la conclusion? Lorsqu'une dynamo génère de l'électricité, le circuit est coupé et il n'y a pas de sortie. La dynamo s'arrête. Il en ira exactement de même pour toi si tu as des pensées qui ne sont pas en accord avec l'infini et donc ne peuvent pas être polarisées. Il n'y a pas de circuit, tu es isolé. Les pensées s'accrochent à toi, te tourmentent, te préoccupent, et finalement attirent la maladie et peut-être la mort. Le médecin peut ne pas diagnostiquer le cas exactement de cette manière, il peut donner un nom fantaisiste fabriqué par les différents mots qui sont le résultat de la pensée erronée, mais la cause est la même. La pensée constructive doit nécessairement être créative, mais elle doit être harmonieuse, éliminant ainsi toute pensée destructive ou compétitive. La sagesse, la force, le courage et toutes les conditions harmonieuses sont le résultat du pouvoir, et nous avons vu que tout pouvoir vient de l'intérieur de soi. Toute pénurie, toute limitation ou circonstance adverse est le résultat de la faiblesse, simplement une absence de pouvoir qui ne vient de nulle part, qui n'est rien. Le remède réside dans le développement du pouvoir, et cela se réalise exactement de la même manière que tout type de pouvoir est développé, par l'exercice. Cet exercice consiste à appliquer tes connaissances. Les connaissances ne s'appliquent pas d'elles-mêmes. Tu dois faire l'application. L'abondance ne viendra pas du ciel ni ne tombera dans ton giron. Une prise de conscience consciente de la loi d'attraction et l'intention de la mettre en œuvre pour un but déterminé, défini et spécifique, ainsi que la volonté de réaliser ce but, amèneront la matérialisation de ton désir par une loi naturelle de transfert. S'il s'agit d'une entreprise, celle-ci augmentera et se développera à travers les canaux réguliers. Il se peut même que de nouveaux canaux de distribution inhabituels s'ouvrent. Lorsque la loi sera pleinement opérationnelle, tu constateras que les choses que tu cherches te cherchent. Cette semaine, sélectionnez un espace vide sur le mur ou tout autre endroit pratique où vous vous asseyez habituellement. Visualisez mentalement une ligne horizontale noire d'environ 15 mètres de longueur. Essayez de voir la ligne aussi clairement que si elle était peinte sur le mur. Ensuite, dessinez mentalement 2 lignes verticales se connectant à cette ligne horizontale à chaque extrémité. Puis,
dessinez une autre ligne horizontale se connectant aux deux lignes verticales. Vous verrez que cela forme un carré. Essayez de visualiser parfaitement ce carré. Quand vous le pouvez, dessinez un cercle à l'intérieur du carré. Maintenant, placez un point au centre du cercle et dessinez ce point vers vous sur environ 25 cm. Le résultat est un cône sur une base carrée. Vous vous souviendrez que votre travail était entièrement en noir. Changez-le en blanc, rouge et jaune. Si vous pouvez faire cela, vous faites des progrès excellents et vous serez bientôt capable de vous concentrer sur n'importe quel problème que vous avez en tête. Lorsque n'importe quel objet ou but est clairement maintenu dans la pensée, sa réalisation tangible et visible est simplement une question de temps. La vision précède toujours et détermine elle-même la réalisation. Lilian Witching, question d'étude de la 10e partie, avec réponse 91. Qu'est-ce que la richesse? La richesse est le résultat du pouvoir. Quelle valeur ont les possessions? Elles n'ont de valeur que dans la mesure où elles confèrent du pouvoir. Quelle valeur a la connaissance de la cause et de l'effet? Elle permet aux hommes de planifier avec courage et d'exécuter sans crainte. Comment la vie dans le monde inorganique commence-t-elle? Seulement par l'introduction d'une forme de vie, il n'y a pas d'autre moyen. Quel est le lien entre le fini et l'infini? La pensée est le lien entre eux. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que l'universel ne peut se manifester que par l'individu. De quoi dépend la causalité? De la polarité. Il faut former un circuit. Pourquoi beaucoup échouent-ils à obtenir des conditions harmonieuses? Ils ne comprennent pas la loi. Ils n'ont pas de polarité. Ils n'ont pas formé le circuit. Quel est le remède? Une reconnaissance consciente de la loi de l'attraction avec l'intention de l'amener à l'existence pour un but défini. Quel sera le résultat? La pensée se corrélera avec son objet et le conduira à la manifestation car la pensée est un produit de l'homme spirituel et l'esprit est le principe créateur de l'univers. Un pensée vive apporte le pouvoir de la peindre, et en proportion de la profondeur de sa source, est la force de sa projection. Introduction partie 11. Ta vie est régie par la loi, par des principes réels et immuables qui ne varient jamais. La loi fonctionne en tout temps et en tout lieu. Des lois fixes sous-tendent toutes les actions humaines. Pour cette raison, les hommes qui contrôlent les grandes industries peuvent déterminer avec une précision absolue quel pourcentage sur 100 000 personnes répondra à n'importe quel ensemble de conditions. Cependant, il est bon de se rappeler que tandis que tout effet est le résultat d'une cause, cette cause à son tour devient une cause qui crée d'autres effets, qui créent à leur tour d'autres causes. Par conséquent, lorsque vous mettez en œuvre la loi de l'attraction, souvenez-vous que vous initiez un train de causalité pour le meilleur et pour le pire, qui peut avoir des possibilités infinies. Nous intendons sovent dire. Une situation très punable est arrivée dans ma vie et cela ne pouvait pas être le résultat de ma pensée car j'ai n'a certainement jamais entretenu de pensée qui aurait pu avoir un tel résultat. Nous oublions que ce qui est semblable attire le semblable dans le monde mental, et que la pensée que nous entretenons nous apporte certaines amitiés, compagnies d'un type particulier, qui à leur tour apportent des conditions et des environnements responsables des conditions dont nous nous plaignons. Partie 11. Le raisonnement inductif est le processus de l'esprit objectif par lequel nous comparons une série d'instances séparées entre elles jusqu'à ce que nous voyions le facteur commun qui les origine. L'induction découle de la comparaison des faits. Cette méthode d'étude de la nature a conduit à la découverte d'un royaume de la loi qui a marqué une époque dans le progrès humain. C'est la ligne de démarcation entre la superstition et l'intelligence. Elle a éliminé les éléments d'incertitude et de caprice de la vie des hommes et les a remplacés par la loi, la raison et la certitude. C'est le gardien de la porte mentionnée dans une leçon précédente. Lorsque, en vertu de ce principe, le monde auquel les sens étaient habitués a été révolutionné, lorsque le soleil a été arrêté dans son cours, que la terre apparemment plate a été façonnée en une boule mise à tourner autour, lorsque la matière inerte s'est résolue en éléments actifs et que l'univers se présentait là où nous dirigions le télescope et le microscope, remplis de force, de mouvement et de vie, nous sommes obligés de nous demander pourquoi les moyens possibles se maintiennent en ordre. Et en réparation des formes délicates d'organisation qui y sont en place. Les pôles et les forces similaires se repoussent ou restent impénétrables entre eux, et cette cause semble généralement suffisante pour assigner une place et une distance qui conviennent aux astres,
aux hommes et aux forces, comme les hommes de différentes vertus entrent en société, de même les pôles opposés s'attirent, les éléments qui n'ont aucune propriété en commun, comme les acides et les gaz, s'attachent les uns aux autres avec préférence, et un échange général entre l'offre et la demande est maintenu. Tout comme l'œil cherche et reçoit satisfaction des couleurs complémentaires à celles auxquelles il est exposé, le besoin, le manque et le désir, dans leur sens le plus large, induisent, dirigent et déterminent l'action. C'est notre privilège de prendre conscience du principe et d'agir en accord avec lui. Prenez par exemple une dent appartenant à une race d'animaux éteintes. Cette dent nécessite un corps pour remplir sa fonction et définit le corps particulier dont elle a besoin avec une telle précision que l'on serait capable de reconstruire la structure de cet animal. Des perturbations dans le mouvement d'Uranus ont été observées. Le Verrier a besoin d'une autre étoile à un endroit précis pour maintenir le système solaire en ordre, et Neptune apparaît à l'endroit et à l'heure prévue. Les besoins instinctifs de l'animal et les besoins intellectuels de Cuvier, les besoins de la nature et de l'esprit de Verrier étaient les mêmes, et par conséquent, leurs résultats également. Ici, les pensées d'une existence et dans l'autre la même, une nécessité licite bien définie. Par conséquent, elle fournit la raison pour des opérations plus complexes de la nature. Ayant correctement enregistré les réponses fournies par la nature et étendu nos sens avec une conscience croissante de sa surface, ayant uni les mains avec les leviers qui déplacent la Terre, nous sommes devenus conscients d'un contact si étroit, varié et profond avec le monde extérieur que nos désirs et nos buts ne sont pas moins identifiés avec les opérations harmonieuses de cette vaste organisation que ne le sont la vie, la liberté et le bonheur du citoyen avec l'existence de son gouvernement. Tout comme les intérêts de l'individu sont protégés par les armes du pays, ajoutées aux siennes propres, et ses besoins peuvent dépendre d'un certain approvisionnement dans la mesure où ils sont ressentis de manière plus universelle et constante. De la même manière, la citoyenneté consiste en la république de la nature. Elle nous assure des ennuis des agents subordonnés par l'alliance avec les pouvoirs supérieurs et en faisant appel aux lois fondamentales de la résistance ou de l'induction, elle offre aux agents mécaniques ou chimiques la répartition du travail à effectuer entre eux et l'homme pour le meilleur profit de l'inventeur. Si Platon avait pu assister aux images exécutées par le soleil avec l'aide du photographe, les 100 illustrations similaires de ce que l'homme accomplit par induction auraient peut-être rappelé l'accouchement intellectuel de son maître, et dans son propre esprit, la vision d'une terre où tout le travail manuel, mécanique et répétitif est confié au pouvoir de la nature, où nos besoins sont satisfaits par des opérations purement mentales mises en œuvre par la volonté, et où l'offre est créée par la demande. Aussi éloignée que puisse sembler cette terre, l'induction a appris aux hommes à faire des pas vers elle et l'a entourée de bénéfices qui sont à la fois le résultat de la fidélité passée et des incitations à une dévotion plus assidue. C'est également une aide pour concentrer et renforcer nos facultés pour la partie restante, offrant une solution infaillible aux problèmes individuels ainsi qu'universels par de simples opérations de l'esprit sous leur forme la plus pure. Ici, nous trouvons une méthode dont l'esprit est de croire que ce que l'on cherche à réaliser a déjà été accompli, pour atteindre la méthode découverte par Platon lui-même, qui, en dehors de cette sphère, n'a jamais pu comprendre comment les idées sont devenues réalité. Ce concept est également élaboré par Swedenborg dans sa doctrine des correspondances, et un plus grand maître a dit « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé » Marc 11h24. La différence de temps dans ce passage est remarquable. Nu stevens diabord croar que notre desser ss deja realize. Alors viendra sa realisation. Ceci est une directive concise pour utiliser le pouvoir créatif de la pensée, en imprimant dans l'esprit universel subjectif la chose particulière que nous désirons comme un fait déjà existant. De cette manière, nous pensons sur le plan de l'absolu et éliminons toute considération de condition ou de limitation. Nous plantons une graine qui, si elle n'est pas altérée, finira par produire un fruit extérieur. Pour résumer, le raisonnement inductif est le processus de l'esprit objectif par lequel nous comparons une série de cas séparés entre eux jusqu'à ce que nous voyons le facteur commun qui les origine. Nous voyons des gens dans tous les pays civilisés du monde, assurant par un certain processus qu'ils ne semblent pas comprendre eux-mêmes et auquel ils attribuent généralement plus ou moins de mystère. La raison nous est donnée afin de découvrir la loi par laquelle ces résultats sont obtenus. Les opérations de ce processus de pensée sont observées chez ces natures chanceuses qui possèdent tout ce que les autres doivent acquérir avec effort,
qui n'ont jamais de lutte de conscience car elles agissent toujours correctement et ne peuvent jamais se conduire autrement que par tact. Ils apprennent tout avec facilité et achèvent tout ce qu'ils entreprennent avec une habileté heureuse. Ils vivent en éternelle harmonie avec eux-mêmes, sans jamais réfléchir beaucoup à ce qu'ils font, ni rencontrer de difficultés ou d'efforts. Le fruit de cette pensée est un don des dieux, mais un don que peu réalisent, apprécient et comprennent. La reconnaissance du merveilleux pouvoir que possède l'esprit dans les bonnes conditions, et le fait que ce pouvoir peut être utilisé, dirigé et mis à disposition pour résoudre chaque problème humain, sont d'une importance capitale. Toute vérité est la même, qu'elle soit exprimée en termes scientifiques modernes ou dans le langage des temps apostoliques. Il y a des âmes timides qui ne réalisent pas que l'intégrité même de la vérité nécessite plusieurs déclarations, et qu'aucune formule humaine ne montrera tous ces aspects. Le changement d'accent, le nouveau langage, les interprétations novatrices, les perspectives inconnues ne sont pas, comme certains le supposent, des signes d'éloignement de la vérité. Au contraire, ils sont la preuve que la vérité est en train d'être apprise dans de nouvelles relations avec les besoins humains et qu'elle est comprise d'une manière plus générale. La vérité doit être dite à chaque génération et à chaque peuple dans des termes nouveaux et différents, de sorte que lorsque le grand maître a dit « Croyez que vous recevez et vous recevrez », ou lorsque Paul a dit « La foi est la substance des choses que l'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas », ou lorsque la science moderne dit « La loi de l'attraction est la loi par laquelle la pensée se corrèle à son objet », chaque affirmation, lorsqu'elle est soumise à l'analyse, se trouve contenir exactement la même vérité. La seule différence réside dans la forme sous laquelle elle est présentée. Nous sommes au sol d'une nouvelle ère. Le moment est venu où l'homme a appris les secrets de la maîtrise et prépare son chemin pour un nouvel ordre social plus merveilleux que tout ce qui a été rêvé jusqu'à présent. Le conflit de la conscience moderne avec la technologie, l'étude des religions comparées, le pouvoir énorme des nouveaux mouvements sociaux, tout cela ouvre la voie au nouvel ordre. Il peut avoir détruit les formes traditionnelles devenues désuètes et impuissantes, mais rien de valeur n'a été perdu. Une nouvelle foi est née, une foi qui exige une nouvelle forme d'expression et qui prend forme dans une profonde conscience du pouvoir qui se manifeste dans l'activité spirituelle actuelle partout. L'esprit qui dort dans le minéral respire dans le végétal, se meut dans l'animal et atteint son développement le plus élevé dans l'homme. C'est l'esprit universel, et il nous incombe de combler le fossé entre l'être et le faire, la théorie et la pratique, en démontrant notre compréhension du domaine qui nous est donné. La plus grande découverte de tous les siècles est évidemment le pouvoir de la pensée. L'importance de cette découverte a mis un peu de temps à atteindre la conscience générale, mais elle est arrivée et déjà dans tous les domaines de la recherche, l'importance de cette découverte, la plus grande de toutes les grandes découvertes, est démontrée. On demande en quoi consiste le pouvoir créateur de la pensée. Il consiste à créer des idées, qui à leur tour s'objectivent en s'appropriant, en inventant, en observant, en discernant, en découvrant, en analysant, en gouvernant, en combinant et en appliquant la matière et la force. Il peut le faire parce qu'il est un pouvoir créatif intelligent. La pensée atteint son activité la plus élevée lorsqu'elle plonge dans sa propre profondeur mystérieuse, lorsqu'elle brise le cercle étroit du moi et passe de vérité en vérité à la région de la lumière éternelle, où tout ce qui est, fut ou sera se fond dans une grande harmonie. De ce processus d'autocontemplation surgit l'inspiration, qui est l'intelligence créatrice et qui est indéniablement supérieure à tout élément, force ou loi de la nature, car elle peut les comprendre, les modifier, les gouverner et les appliquer à ses propres fins et objectifs, et donc les posséder. La sagesse commence à l'aube de la raison, qui est la compréhension des connaissances et des principes par lesquels nous pouvons connaître le vrai des choses. La sagesse est la raison illimitée et elle mène à l'humilité, car l'humilité est une grande partie de la sagesse. Nous connaissons tous beaucoup de gens qui ont réalisé l'apparemment impossible, qui ont réalisé les rêves d'une vie entière, qui ont tout changé, même eux-mêmes. Parfois, nous avons été émerveillés devant la démonstration d'un pouvoir apparemment irrésistible qui semblait toujours être disponible juste quand il était le plus nécessaire. Mais maintenant tout est clair. Tout ce qui est requis est la compréhension de certains principes fondamentaux définis et leur application correcte. Pour votre exercice de cette semaine, concentrez-vous sur la citation tirée de la Bible. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous le recevrez. Notez qu'il n'y a aucune limitation,
C'est très défini et cela implique que la seule limitation qui nous est imposée est notre capacité à penser, à être à la hauteur de l'occasion et de l'urgence, ou à se rappeler que la foi n'est pas une ombre mais une substance, la substance de ce qui est espéré, l'évidence de ce qui n'est pas vu. La mort n'est rien d'autre que le processus naturel par lequel toutes les formes matérielles sont jetées dans le creuset de la reproduction dans une nouvelle diversité. Question d'étude de la 11e partie avec réponse 101. Qu'est-ce que le raisonnement inductif? C'est le processus de l'esprit objectif par lequel nous comparons une série de cas séparés entre eux jusqu'à ce que nous voyions le facteur commun qui les origine tous. Qu'a accompli cette méthode d'étude? Elle a donné lieu à la découverte d'un royaume de la loi qui a marqué une époque dans le progrès humain. Qu'est-ce qui guide et détermine l'action? La nécessité, le manque et le désir sont ceux qui induisent, guident et déterminent le plus l'action. Quelle est la formule pour la solution infaillible de chaque problème individuel? Nous devons croire que notre désir est déjà réalisé, puis sa réalisation viendra. Quels grands maîtres ont propagé cela? Jésus, Platon et Swedenborg. Quel est le résultat de ce processus de pensée? Nous pensons sur le plan de l'absolu et plantons une graine qui, si elle est laissée inchangée, finira par fructifier. Pourquoi est scientifiquement exact? Parce que c'est une loi naturelle. Qu'est-ce que la foi? La foi est la substance de ce qui est espéré, l'évidence de ce qui n'est pas vu. Qu'est-ce que la loi d'attraction? La loi par laquelle la foi est attirée à la manifestation. Quelle importance accordez-vous à la compréhension de cette loi? Elle a éliminé les éléments d'incertitude et de caprice de la vie des hommes et les a remplacés par la loi, la raison et la certitude. Introduction partie 12, attachée à la 12e partie. Dans le 4e paragraphe, tu trouveras l'affirmation suivante. Premièrement, tu dois avoir connaissance de ton pouvoir. Deuxièmement, la valeur de t'oser. Troisièmement, la foi d'agir. Si tu te concentres sur les pensées données et leur accordes toute ton attention, tu découvriras un monde de sens dans chaque phrase et attireras vers toi d'autres pensées en harmonie avec elles. Tu comprendras bientôt tout le sens du savoir vital sur lequel tu te concentres. Le savoir ne s'applique pas par lui-même. Nous, en tant qu'individus, devons réaliser l'application, qui consiste à fertiliser la pensée avec un dessein vivant. Le temps et la pensée que la plupart des gens perdent dans un effort sans sens pourraient accomplir des merveilles tant qu'ils sont dirigés correctement avec un objectif spécial en tête. Pour cela, il est nécessaire de centrer sa force mentale sur une pensée spécifique et de la maintenir là, en excluant toutes les autres pensées. Si tu as déjà regardé à travers le viseur d'une caméra vidéo, tu as sûrement constaté que si l'objet n'est pas focalisé, l'impression était indistincte et peut-être floue, mais lorsque le focus était correct, l'image était claire et nette. Cela illustre le pouvoir de la concentration. À moins que tu puisses te concentrer sur l'objet que tu as en vue, tu n'auras qu'un contour flou, indifférent, vague, indistinct et flou de ton idéal, et les résultats seront en accord avec ton image mentale. Partie 12, 1. Il n'y a aucun dessein dans la vie qui ne puisse être mieux réalisé par la compréhension scientifique du pouvoir créatif de la pensée. 2. Ce pouvoir de pensée est commun à tous. L'homme existe parce qu'il pense, le pouvoir de pensée de l'homme est infini, donc son pouvoir créatif est illimité. 3. Nous savons que la pensée construit pour nous la chose sur laquelle nous pensons et la rend réelle, mais il nous est difficile d'éradiquer la peur, l'anxiété ou le découragement, qui sont de puissantes forces de pensée et qui éloignent continuellement les choses que nous désirons, de sorte qu'il est presque toujours un pas en avant et deux en arrière. 4. La seule manière de ne pas reculer est de continuer à avancer. La vigilance éternelle est le prix du succès. Il y a 3 étapes, et chacune est totalement essentielle. Premièrement, tu dois avoir connaissance de ton pouvoir. Deuxièmement, la valeur de t'oser. Troisièmement, la foi d'agir. 5. Avec cette base, tu peux construire un commerce idéal, une maison idéale, des amis et un environnement idéaux, sans restriction en termes de matériel ou de coûts. La pensée est omnipotente et a le pouvoir de puiser dans la banque infinie de la substance première pour tout ce dont tu as besoin. Par conséquent, les ressources infinies sont à ta disposition. Si mais ton idéal doit être net, clair et défini. Avoir l'idéal aujourd'hui, un autre demain, et un troisième la semaine prochaine signifie disperser tes forces et ne rien accomplir.
Le résultat sera une combinaison chaotique et sans sens de matériaux gaspillés. Malheureusement, c'est le résultat que beaucoup assurent, et la cause est évidente. Si un sculpteur commençait avec un morceau de marbre et un ciseau, et changeait son idéal toutes les 15 minutes, quel résultat pourrait-il espérer? Et pourquoi devrait-il espérer un résultat différent en sculptant la plus grande et la plus malléable de toutes les substances, la seule substance réelle? Le résultat de cette indécision et de la pensée négative est souvent la perte de richesse matérielle. La prétendue indépendance qui n'exigeait que quelques années de travail et d'effort disparaît soudainement. On découvre alors souvent que l'argent et la propriété ne sont en aucun cas une indépendance. Au contraire, la seule indépendance est une connaissance pratique du pouvoir créatif de la pensée. Cette méthode de travail pratique ne peut pas vous atteindre tant que vous n'apprendrez pas que le seul pouvoir réel que vous pouvez avoir est celui d'ajuster aux principes divins et immuables. Vous ne pouvez pas changer l'infini, vous ne pouvez pas comprendre les lois naturelles. La récompense de cette compréhension est une prise de conscience consciente de votre capacité à ajuster vos facultés de pensée avec la pensée universelle qui est omniprésente. Votre capacité à coopérer avec cette omnipotence indiquera le degré de succès que vous atteindrez. Le pouvoir de la pensée a de nombreuses contrefaçons plus ou moins fascinantes, mais les résultats sont nuisibles plutôt qu'utiles. Bien sûr, l'inquiétude, la peur et toutes les pensées négatives produisent une récolte selon leur type. Ceux qui nourrissent de telles pensées doivent inévitablement récolter ce qu'ils ont semé. Il y a aussi les chercheurs de phénomènes avec leurs prétendues preuves et démonstrations obtenues lors de séances de matérialisation. Ils ouvrent grande leur porte mentale et se nourrissent des courants les plus toxiques qu'ils peuvent trouver dans le monde psychique. Ils semblent ne pas comprendre que c'est leur capacité à devenir négativement réceptifs et passifs qui leur permet de drainer toute leur force vitale, leur permettant ainsi de provoquer ces formes de pensée vibratoires. Il y a aussi les adorateurs hindous qui voient dans les phénomènes de matérialisation réalisés par les soi-disant adeptes une source de pouvoir, oubliant ou ne semblant jamais réaliser que dès que la volonté se retire, les formes se flétrissent et les forces vibratoires dont elles sont composées s'estompent. La télépathie ou le transfert de pensée a reçu une attention considérable, mais comme elle exige un état mental négatif de la part du récepteur, la pratique est nuisible. On peut envoyer une pensée avec l'intention d'entendre ou de voir, mais cela apportera le chagrin, tout comme cela implique l'investissement du principe impliqué. Dans de nombreux cas, l'hypnotisme est extrêmement dangereux, tant pour le sujet que pour l'opérateur. Personne qui connaît les lois régissant le monde mental ne penserait à essayer de dominer la volonté d'un autre, car en le faisant, il se dépouillerait graduellement mais sûrement de son propre pouvoir. Toutes ces perversions ont leur satisfaction temporaire, et pour certains, une satisfaction très aiguë. Mais il y a une satisfaction infiniment plus grande dans une véritable compréhension du monde du pouvoir intérieur, qui augmente avec l'usage, qui est permanente au lieu d'être fugace. Et non seulement elle est puissante comme une agence correctrice pour remédier aux erreurs passées ou aux résultats de pensées erronées, mais elle est aussi une agence prophylactique qui nous protège de tout type et forme de danger. Enfin, elle est une force créative réelle avec laquelle nous pouvons construire de nouvelles conditions et un nouvel environnement. La loi est que la pensée se corrélera avec son objet et apportera dans le monde matériel la correspondance de la chose pensée ou produite dans le monde mental. Alors, nous discernons la nécessité absolue de voir comment toute pensée a le germe inhérent de la vérité, pour que la loi de croissance amène à la manifestation le bien, car seul le bien peut conférer un pouvoir permanent. Le principe qui donne à la pensée le pouvoir dynamique de se rapporter à son objet et donc de dominer toute expérience humaine adverse est la loi de l'attraction, qui est un autre nom pour l'amour. Il s'agit d'un principe éternel et fondamental inhérent à toute chose, à tout système philosophique, à toute religion et à toute science. On ne peut échapper à la loi de l'amour, car c'est le sentiment qui donne vitalité à la pensée. Le sentiment est le désir, et ce dernier est l'amour. La pensée imprégnée d'amour devient invincible. Nous trouvons cette vérité soulignée partout où le pouvoir de la pensée est compris. L'esprit universel n'est pas seulement intelligence, mais aussi substance, et c'est cette force d'attraction qui rassemble les électrons par la loi de l'attraction pour former des atomes. Les atomes se joignent par la même loi et forment des molécules. Celles-ci prennent des formes objectives. Ainsi,
nous trouvons que la loi de l'amour est la force créatrice qui est derrière toute manifestation, non seulement des atomes, mais aussi des mondes, de tout ce dont l'imagination peut concevoir une notion. C'est l'opération de cette merveilleuse loi d'attraction qui a fait que les hommes de toutes les époques et de tous les temps croient qu'il doit y avoir un être personnel qui réponde à leurs demandes et désirs, et qui manipule les événements pour répondre à leurs exigences. C'est la combinaison de la pensée et de l'amour qui forme la force irrésistible appelée loi de l'attraction. Toutes les lois naturelles sont irrésistibles. La loi de la gravitation ou de l'électricité, ou toute autre loi, opère avec une précision mathématique. Il n'y a pas de variation. C'est seulement le canal de distribution qui peut être imparfait. Si un pont s'effondre, nous n'attribuons pas l'effondrement à une variation de la loi de gravitation. Si une lumière nous fait défaut, nous ne concluons pas que les lois régissant l'électricité ne sont pas fiables. Si la loi de l'attraction semble être démontrée de manière imparfaite par une personne inexpérimentée ou mal informée, nous ne devrions pas conclure que la plus grande et la plus infaillible des lois sur laquelle tout le système de la création dépend a été suspendu. Au contraire, nous devrions conclure qu'un peu plus de compréhension de la loi est nécessaire, pour la même raison que la solution correcte d'un problème difficile en mathématiques n'est pas toujours obtenue facilement et rapidement. Les choses sont créées dans le monde mental ou spirituel avant d'apparaître dans l'acte ou l'événement extérieur par le simple processus de gouverner nos forces de pensée. Aujourd'hui, nous aidons à créer les événements qui viendront dans nos vies à l'avenir, peut-être même demain. Le désir éduqué est le moyen le plus puissant pour mettre en action la loi de l'attraction. L'homme est constitué de telle manière qu'il doit d'abord créer les outils ou les instruments par lesquels il obtient le pouvoir de penser. L'esprit ne peut pas comprendre une idée totalement nouvelle jusqu'à ce qu'une cellule cérébrale vibratoire correspondante ait été préparée pour la recevoir. Cela explique pourquoi nous avons tant de mal à recevoir ou à apprécier une idée totalement nouvelle. Nous n'avons aucune cellule cérébrale capable de la recevoir et donc nous sommes incrédules, nous n'y croyons pas. Si vous n'avez pas été familiarisé avec l'omnipotence de la loi de l'attraction et la méthode scientifique par laquelle elle peut être mise en œuvre, ou si vous n'êtes pas familier avec les possibilités illimitées qui s'ouvrent à ceux qui sont capables de tirer parti des ressources qu'elle offre, vous devez commencer dès maintenant à créer les cellules cérébrales nécessaires qui vous permettront de le comprendre et les pouvoirs illimités qui peuvent être vôtres grâce à la coopération avec la loi naturelle. Cela se fait par la concentration ou l'attention. L'intention gouverne l'attention, le pouvoir vient par le repos. C'est par la concentration que l'on atteint les pensées profondes, les discours sages et toutes les forces de haute potentialité. C'est dans le silence que vous entrez en contact avec le pouvoir omnipotent de l'esprit subconscient. De là émerge tout le pouvoir. Celui qui désire la sagesse, le pouvoir ou le succès permanent de quelque nature que ce soit ne le trouvera qu'en lui-même. C'est une révélation. L'irréfléchi peut conclure que le silence est très simple et facile à atteindre, mais il doit se rappeler que c'est seulement dans un silence absolu qu'on peut entrer en contact avec la divinité elle-même. On peut apprendre de la loi immuable et ouvrir pour soi-même les canaux par lesquels la pratique persistante et la concentration mènent à la perfection. Cette semaine, entrez dans la même pièce, prenez la même chaise, dans la même position qu'auparavant. Assurez-vous de vous détendre mentalement et physiquement, faites-le toujours. N'essayez jamais de travailler mentalement sous pression. Assurez-vous qu'il n'y a pas de muscles ni de nerfs tendus et que vous êtes complètement à l'aise. Maintenant, réalisez votre unité avec l'omnipotence. Entrez en contact avec ce pouvoir, atteignez une compréhension, une appréciation et une réalisation profonde et vitale du fait que votre capacité de penser est votre capacité d'agir sur l'esprit universel et de le manifester. Réalisez qu'elle répondra à chacune des exigences qu'elle a. C'est exactement la même capacité potentielle que n'importe quel individu a pu avoir, car chacun n'est qu'une expression ou manifestation de lui-même. Tous font partie du tout et il n'y a pas de différence en espèce ou en qualité. La seule différence est de degré. La pensée ne peut concevoir rien qui ne puisse être exprimé. Celui qui l'a d'abord exprimé peut seulement l'avoir suggéré, mais le réalisateur apparaîtra. Wilson. Questions d'étude de la deuxième partie avec réponses. Quel est le meilleur moyen d'atteindre n'importe quel objectif dans la vie? En comprenant scientifiquement la nature spirituelle de la pensée. Quels sont les 3 pas absolument essentiels?
La connaissance de notre pouvoir, le courage de prendre des risques et la foi pour agir. Comment le savoir-faire pratique du travail est-il assuré? En comprenant les lois naturelles. Quelle est la récompense de la compréhension de ces lois? Une prise de conscience consciente de notre capacité à nous ajuster aux principes divins immuables. Que indiquera le degré de succès avec lequel nous nous trouvons? Le degré de réalisation que nous ne pouvons pas changer l'infini mais que nous devons coopérer avec lui. Quel est le principe qui donne aux pensées son pouvoir dynamique? La loi de l'attraction, qui repose sur la vibration, elle-même basée sur la loi de l'amour. La pensée imprégnée d'amour devient invincible. Pourquoi cette loi est-elle irrésistible? Parce que c'est une loi naturelle. Toutes les lois sont irrésistibles et immuables et agissent avec une précision mathématique. Il n'y a pas de déviation ni de variation. Pourquoi semble-t-il alors difficile de trouver la solution à nos problèmes dans la vie? Pour la même raison qu'il est parfois difficile de trouver la solution correcte à un problème mathématique difficile, l'opérateur est mal informé ou manque d'expérience. Pourquoi est-il impossible que l'esprit capte une idée totalement nouvelle? Parce que nous n'avons pas la cellule cérébrale vibratoire correspondante capable de recevoir l'idée. Comment la sagesse est-elle assurée par la concentration? C'est une révélation qui vient de l'intérieur. Introduction, partie 14. Jusqu'à présent, vous avez constaté que la pensée est une activité spirituelle et donc dotée de pouvoir créatif. Cela ne signifie pas qu'une pensée soit créative, mais que toute pensée l'est. Ce même principe peut être mis en œuvre de manière négative à travers le processus de négation. Le conscient et le subconscient ne sont que deux phases d'action en connexion avec un esprit. La relation entre les deux est assez analogue à celle entre une girouette et l'atmosphère. Tout comme la moindre pression de l'atmosphère provoque une action de la part de la girouette, le moindre pensée de l'esprit conscient produit une action dans l'esprit subconscient proportionnellement à la profondeur du sentiment qui caractérise la pensée et à l'intensité avec laquelle elle est libérée. Il en découle que si vous niez les conditions insatisfaisantes, vous retirez le pouvoir créatif de votre pensée de celle-ci, vous les coupez à la racine, vous minez votre vitalité. Rappelle-toi que la loi de croissance gouverne nécessairement toute manifestation dans l'objectif, de sorte que la négation des conditions insatisfaisantes ne produira pas un changement immédiat. Une plante restera visible pendant un certain temps après que ses racines aient été coupées, mais elle s'évanouira progressivement et finira par disparaître. Ainsi, retirer ta pensée de la contemplation des conditions insatisfaisantes se terminera progressivement mais sûrement. Dans ces conditions, tu verras que c'est un cours exactement opposé à celui auquel nous serions naturellement enclins à adopter. Par conséquent, il aura un effet exactement opposé à celui généralement considéré. La plupart des gens se concentrent intensément sur les conditions insatisfaisantes, donnant ainsi à la condition cette mesure d'énergie et de vitalité nécessaire pour la soutenir vigoureusement. Partie 13. Il a été une tendance, et comme cela pourrait être démontré, une nécessité de la science, le fait de rechercher l'explication des faits quotidiens par une généralisation de ceux qui sont moins fréquents et constituent l'exception. Ainsi, l'éruption du volcan manifeste la chaleur qui agit continuellement à l'intérieur de la Terre et à laquelle celle-ci doit une grande partie de sa configuration. De même, l'éclair révèle un pouvoir subtil constamment occupé à produire des changements dans le monde inorganique, et tout comme les langues mortes que l'on entend à peine aujourd'hui régnaient autrefois entre les nations, ainsi une dent de géant en Sibérie, un fossile dans les profondeurs de la Terre, non seulement rendent compte de l'évolution des époques passées, mais nous expliquent l'origine des collines et des vallées que nous habitons aujourd'hui. Ainsi, la généralisation des faits rares, étranges ou constituant l'exception, a été l'aiguille magnétique qui a guidé toutes les découvertes de la science inductive. Ce méthode était basée sur la raison et l'expérience, détruisant ainsi la superstition, les précédents et les conventions. Il y a presque 300 ans, Lord Bacon recommandait cette méthode d'étude, à laquelle les nations civilisées doivent la majeure partie de leur prospérité et la partie la plus précieuse de leur connaissance, en purifiant l'esprit de ces préjugés étroits appelés théories, plus efficacement que par la plus vive ironie, en attirant l'attention des hommes du ciel sur la terre avec plus de succès à travers des expériences étonnantes que par la démonstration la plus forcée de leur ignorance, éduquant
Les facultés inventives plus puissamment par la perspective rapprochée de découvertes utiles ouvertes à tous que par le bavardage de mettre en lumière les lois innées de notre esprit. La méthode de Bacon s'est emparée de l'esprit et de l'objectif des grands philosophes de Grèce et les a mis en pratique grâce aux nouveaux moyens d'observation offerts par une autre époque, révélant ainsi peu à peu un merveilleux champ de connaissances dans l'espace infini de l'astronomie, dans l'œuf microscopique de l'embryologie et la fine couche de la géologie. Il a révélé un ordre de pulsations que la logique d'Aristote n'aurait jamais pu dévoiler, et en analysant dans des éléments jusqu'alors inconnus les combinaisons matérielles que nulle dialectique des scolastiques n'aurait pu forcer. Il a prolongé la vie, atténué la douleur, éteint les maladies, augmenté la fertilité du sol, offert de nouvelles sécurités aux navigateurs, sauvé de grands fleuves avec des ponts inconnus de nos ancêtres, orienté le rayon du ciel vers la terre et illuminé la nuit avec l'éclat du jour, élargi la portée de la vision humaine et multiplié la puissance des muscles humains, accélérer le mouvement et annihiler la distance, faciliter les relations, la correspondance, tous les métiers amicaux, tous les bureaux d'affaires, permis aux hommes de descendre dans les profondeurs de la mer, de s'élever dans l'air et de pénétrer en toute sécurité dans les recoins nocifs de la terre. Voici la vraie nature et l'étendue de l'induction, mais plus le succès des hommes dans la science inductive est grand, plus l'esprit de leurs enseignements et leur exemple nous impressionne, avec la nécessité d'observer soigneusement, patiemment et avec précision, avec tous les instruments et ressources à notre disposition, les faits individuels avant de nous aventurer dans une déclaration de loi générale. Découvrir le comportement de l'étincelle extraite de la machine électrique dans toutes sortes de circonstances, afin que nous osions, à la manière de Franklin, diriger une question vers les nuages sur la nature de la foudre, pour nous assurer de la façon dont les corps tombent avec l'exactitude d'un Galilée, pour qu'avec Newton, nous osions poser une question à la Lune sur la force qui la retient sur Terre. En résumé, pour la valeur que nous accordons à la vérité, pour notre espoir en un progrès constant et universel, pour ne pas permettre à un préjudice tyrannique de négliger ou de mutiler les faits inopportuns, mais pour ériger la superstructure de la science sur la base large et immuable de l'attention pleine accordée aux phénomènes les plus isolés ainsi que les plus fréquents. On peut rassembler un matériau de plus en plus grand par l'observation, mais les faits accumulés ont une valeur très différente pour l'explication de la nature, et tout comme nous estimons les qualités les plus utiles des hommes qui sont les plus rares, ainsi la philosophie naturelle tamise les faits et accorde une importance prééminente à cette classe remarquable qui ne peut être expliquée par l'observation ordinaire de la vie quotidienne. Si donc nous constatons que certaines personnes semblent posséder un pouvoir inhabituel, nous devons conclure tout d'abord que ce n'est pas le cas, c'est simplement une reconnaissance de notre manque d'information, car tout chercheur honnête admet qu'il y a beaucoup de phénomènes étranges et inexplicables qui se produisent constamment. Cependant, ceux qui se familiarisent avec le pouvoir créatif de la pensée ne les considéreront plus comme inexplicables. En deuxième lieu, nous pouvons dire que ce sont le résultat d'une interférence surnaturelle, mais une compréhension scientifique des lois naturelles nous convaincra qu'il n'y a rien de surnaturel. Tout phénomène est le résultat d'une cause définie, et la cause est une loi ou un principe immuable qui fonctionne avec une précision invariable, que la loi soit mise en œuvre consciemment ou inconsciemment. En troisième lieu, nous pouvons dire que nous sommes en terrain interdit et qu'il y a des choses que nous ne devrions pas savoir. Cette objection a été utilisée contre tous les progrès de la connaissance humaine. Tous les individus qui ont fait avancer une nouvelle idée, comme Colomb, Darwin, Galilée, Fulton, Emerson, ont été l'objet de moqueries ou de persécutions. Par conséquent, cette objection ne devrait pas être sérieusement considérée. Au contraire, nous devrions examiner attentivement chaque fait qui nous est présenté, car en le faisant, nous déterminerons plus facilement la loi sur laquelle il repose. On constatera que le pouvoir créatif de la pensée expliquera toute condition ou expérience possible, que ce soit physique, mentale ou spirituelle. La pensée provoquera des conditions en correspondance avec l'attitude mentale prédominante. Par conséquent, si nous avons peur, le désastre sera une certitude, car la peur est une forme puissante de pensée. Cette forme de pensée est souvent celle qui annule le résultat de nombreuses années de travail et d'effort. Si nous pensons à une forme de richesse matérielle, nous pouvons l'assurer par une pensée concentrée. Les conditions requises se produiront, et les efforts appropriés seront faits, ce qui entraînera l'apparition des circonstances nécessaires pour réaliser nos désirs. Mais souvent, nous trouvons que lorsque nous sécurisons les choses que nous pensons vouloir,
elles n'ont pas l'effet escompté. Alors, quelle est la méthode appropriée à suivre? Nu stevens pincer a ck nus volans vraiment. Ck vu et moi volans. Ck tout le monde desire. C'est le bonheur et l'harmonie. Si nous pouvons être vraiment heureux, nous aurons tout ce que le monde peut offrir. Si nous sommes heureux, nous pouvons rendre les autres heureux. Mais nous ne pouvons pas être heureux à moins d'avoir la santé, la force, des amis agréables, un environnement plaisant et un approvisionnement suffisant, non seulement pour répondre à nos besoins, mais pour fournir ces commodités et luxes que nous avons le droit de posséder. La vieille façon orthodoxe de penser était d'être un ver de terre satisfait de notre part, quelle qu'elle soit, mais l'idée moderne est de savoir que nous avons droit au meilleur de tout, que le Père et moi sommes un, et que le Père est l'Esprit universel, le Créateur, la substance originale dont toute chose procède. En admettant que tout cela soit vrai en théorie, qu'il a été enseigné pendant 2000 ans et que c'est la science de tout système de philosophie ou de religion, comment allons-nous le mettre en pratique dans nos vies? Comment obtenir des résultats réels et tangibles ici et maintenant? Tout d'abord, nous devons mettre en pratique nos connaissances. Rien ne peut être accompli autrement. Le même principe s'applique à nous. Nous obtiendrons exactement ce que nous devons, mais nous devrons donner en premier lieu. Ensuite, cela nous sera retourné maintes et maintes fois. Et donner n'est qu'un processus mental, car les pensées sont des causes et les conditions sont des effets. Par conséquent, en donnant des pensées de valeur, d'inspiration, de santé ou d'aide de quelque manière que ce soit, nous mettons en mouvement des causes qui produiront leur effet. La pensée est une activité spirituelle et donc créative, mais ne vous méprenez pas, la pensée ne créera rien à moins d'être dirigée de manière consciente, systématique et constructive. C'est là la différence entre la pensée oisive, qui n'est qu'une dissipation d'efforts, et la pensée constructive, qui signifie une réalisation pratiquement illimitée. Nous avons découvert que tout ce que nous obtenons nous vient par la loi de l'attraction. Une pensée heureuse ne peut exister dans une conscience malheureuse. Par conséquent, la conscience doit changer, et à mesure que la conscience change, toutes les conditions nécessaires pour satisfaire la conscience changée doivent changer progressivement pour répondre aux exigences de la nouvelle situation. En créant une image mentale ou un idéal, nous projetons une pensée dans la substance universelle à partir de laquelle toutes choses sont créées. Cette substance est omniprésente, omnipotente et omnisciente. Nous devons informer l'agent sur le canal approprié pour matérialiser notre demande. Le fini peut-il conseiller l'infini? C'est là la cause de tout échec. Nous reconnaissons l'omniprésence de la substance universelle, mais nous ne réalisons pas que cette substance est non seulement omniprésente, mais aussi omnipotente et omnisciente, et par conséquent elle mettra en mouvement des causes que nous pouvons complètement ignorer. Nous pouvons mieux conserver nos intérêts en reconnaissant le pouvoir infini, la sagesse infinie et l'esprit universel. De cette manière, nous devenons un canal par lequel l'infini réalise notre désir. Cela signifie que la reconnaissance entraîne la réalisation. Par conséquent, pour l'exercice de cette semaine, utilisez le principe de la reconnaissance. Reconnaissez le fait que vous êtes une partie du tout et qu'une partie doit être la même en espèce et en qualité que le tout. La seule différence possible est celle de degré. Lorsque ce grand fait commence à imprégner votre conscience, lorsque vous comprenez vraiment que vous êtes spirituellement une partie intégrante du grand tout, qui est le même en substance, en qualité et en espèce que le Créateur lui-même, alors vous pourrez aussi dire « Le Père et moi sommes un », et vous comprendrez la beauté, la grandeur et les opportunités transcendantes qui vous sont offertes. Que grandisse en moi cette sagesse qui découvre mon intérêt le plus vrai et qui renforce ma résolution à réaliser ce que dicte la sagesse. Comment pouvons-nous être certains que cette méthode est correcte? En ne permettant pas à un préjugé tyrannique de négliger ou de mutiler les faits non désirés. Quel type de faits estime-t-on le plus? Ceux qui ne peuvent pas être expliqués par l'observation quotidienne habituelle de la vie. Sur quoi ce principe est-il basé? Sur la raison et l'expérience. Que détruit-il? La superstition, les précédents et les conventions. Comment ces lois ont-elles été découvertes? Par une généralisation des faits qui sont peu communs, rares, étranges et qui constituent l'exception. Comment pouvons-nous expliquer beaucoup de phénomènes étranges et jusqu'à présent inexplicables qui se produisent constamment? Par le pouvoir créatif de la pensée. Pourquoi est-ce ainsi?
Parce que lorsque nous remontons à un fait, nous pouvons être sûrs que c'est le résultat d'une cause définie et que cette cause opérera avec une précision invariable. Quel est le résultat de cette connaissance? Elle expliquera la cause de toute condition possible, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Comment notre meilleur intérêt sera-t-il préservé? En reconnaissant que la connaissance de la nature créative de la pensée nous met en contact avec le pouvoir infini. Introduction, partie 14. Jusqu'à présent, vous avez constaté que la pensée est une activité spirituelle et donc dotée d'un pouvoir créatif. Cela ne signifie pas qu'une pensée soit créative, mais que toute pensée l'est. Ce même principe peut être mis en œuvre de manière négative à travers le processus de négation. Le conscient et le subconscient ne sont que deux phases d'action en connexion avec un esprit. La relation entre les deux est assez analogue à celle entre une girouette et l'atmosphère. Tout comme la moindre pression de l'atmosphère provoque une action de la girouette, le moindre pensée de l'esprit conscient produit une action dans l'esprit subconscient proportionnelle à la profondeur du sentiment qui caractérise la pensée et à l'intensité avec laquelle elle est exprimée. Il en découle que si vous niez les conditions insatisfaisantes, vous retirez le pouvoir créatif de votre pensée de ces mêmes conditions, vous les coupez à la racine, vous minez votre vitalité. Souvenez-vous que la loi de la croissance gouverne nécessairement toute manifestation, de sorte que la négation des conditions insatisfaisantes ne produira pas de changement immédiat. Une plante restera visible pendant un certain temps après que ses racines aient été coupées, mais elle s'estompera progressivement et finira par disparaître. Ainsi, le détachement de votre pensée de la contemplation des conditions insatisfaisantes se terminera graduellement mais sûrement. Dans ces conditions, vous verrez que c'est un cours exactement opposé à celui que nous serions naturellement enclins à adopter, donc il aura un effet exactement opposé à ce qui est généralement considéré. La plupart des gens se concentrent intensément sur les conditions insatisfaisantes, donnant ainsi à la condition une mesure d'énergie et de vitalité nécessaire pour fournir un vigoureux. L'énergie universelle à partir de laquelle provient tout mouvement, lumière, chaleur et couleur ne participe pas à la limitation des nombreux effets dont elle est la cause, mais elle est suprême sur tous eux. Cette substance universelle est la source de tout pouvoir, sagesse et intelligence. Reconnaître cette intelligence, c'est se familiariser avec la qualité de connaissance de l'esprit, et à travers elle, se déplacer sur la substance universelle et l'amener à des relations harmonieuses dans ses affaires. C'est quelque chose que même le professeur le plus érudit en sciences physiques n'a pas tenté de découvrir, un domaine de découverte dans lequel il n'a pas encore plongé. En fait, très peu des écoles matérialistes ont saisi le premier rayon de cette lumière. Il ne semble pas qu'il ait réalisé que la sagesse est aussi présente partout que la force et la substance. Certains diront, si ces principes sont vrais, pourquoi ne les démontrons-nous pas? Puisque le principe fondamental est évidemment correct, pourquoi n'obtenons-nous pas des résultats adéquats? Nous les obtenons. Nous obtenons des résultats selon notre compréhension de la loi et selon notre capacité à appliquer correctement. Nous inavons pas obtenu de résultats de lois corrigissantes à l'électricité, jusqu'à ce que quelqu'un formule la loi et nous montre comment elle appliquer. Cela nous place dans une relation totalement nouvelle avec notre environnement, ouvrant des possibilités qui n'étaient pas imaginables, et cela par une conséquence ordonnée de la loi qui est naturellement impliquée dans notre nouvelle attitude mentale. L'esprit est créateur, et le principe sur lequel repose cette loi est sain et légitime, en plus d'être inhérent à la nature des choses. Mais ce pouvoir créateur ne provient pas de l'individu, mais de l'universel, qui est la source et la fontaine de toute énergie et substance. L'individu est simplement le canal pour la distribution de cette énergie, le moyen par lequel l'universel produit les différentes combinaisons qui donnent lieu à la formation des phénomènes. Nous savons que les scientifiques ont résolu la matière en un grand nombre de molécules. Celles-ci ont été résolues en atomes, et souci à leur tour en électrons. La découverte de ces derniers dans des tubes de verre à vide élevé contenant des bornes en métal dur fondu indique de manière concluante que ces électrons remplissent tout l'espace, qu'ils sont omniprésents, remplissent tous les corps matériels et occupent la totalité de ce que nous appelons l'espace vide. C'est donc la substance universelle à partir de laquelle proviennent toutes choses. Les électrons resteraient électroniques pour toujours à moins qu'il n'y ait quelqu'un pour leur indiquer où aller pour être assemblés en atomes et en molécules. Ce directeur est l'esprit.
Un certain nombre d'électrons tournant autour d'un centre de force constitue un atome. Ceux-ci se combinent dans des proportions mathématiques absolument régulières, et les molécules se combinent entre elles pour former une multitude de composés qui contribuent à construire l'univers. L'atome le plus léger connu est l'hydrogène, qui est 1700 fois plus lourd qu'un électron. Un atome de mercure est 300 000 fois plus lourd qu'un électron. Les électrons sont chargés négativement, et comme ils ont la même vitesse potentielle que le reste de l'énergie cosmique telle que la chaleur, la lumière, l'électricité et la pensée, 186 300 000 par seconde, il n'est pas nécessaire de tenir compte du temps ni de l'espace. La manière dont la vitesse de la lumière a été déterminée est très intéressante. La vitesse de la lumière a été obtenue par l'astronome danois Romet en 1676 en observant les éclipses des lunes de Jupiter. Lorsque la Terre était plus proche de Jupiter, l'éclipse apparaissait environ 8 minutes et demie trop tôt par rapport au calcul. Lorsque la Terre était plus éloignée de Jupiter, l'éclipse était retardée de 8 minutes et demie. Romet a conclu que cela était dû au fait que la lumière de la planète mettait 17 minutes pour traverser le diamètre de l'orbite terrestre. Ce calcul a été vérifié depuis lors et démontre que la lumière voyage à environ 186 300 000 par seconde. Les électrons se manifestent dans le corps sous forme de cellules et possèdent une intelligence suffisante pour accomplir leurs fonctions dans l'anatomie physique humaine. Chaque partie du corps est composée de cellules, certaines opérant de manière indépendante, d'autres en communauté. Certaines construisent des tissus, tandis que d'autres forment les diverses sécrétions nécessaires au corps. Certaines agissent comme des transporteurs de matériel, d'autres comme des chirurgiens réparant les dommages, et d'autres encore transportent les déchets. D'autres sont constamment prêtes à repousser les envahisseurs ou d'autres intrus indésirables de la famille des germes. Toutes ces cellules travaillent dans un même but, chacune étant non seulement un organisme vivant, mais possédant également l'intelligence nécessaire pour accomplir ces tâches. Elles ont également suffisamment d'intelligence pour conserver leur énergie et perpétuer leur propre vie. Elles doivent donc assurer une alimentation suffisante, une forme de nutrition qui est de libre choix, comme cela a été prouvé. Chaque cellule naît, se reproduit, meurt et est absorbée. Le maintien de la santé et de la vie propre dépend de la régénération constante des cellules. Il est donc évident qu'il y a de l'esprit dans chaque atome du corps. Cet esprit est négatif, et le pouvoir de l'individu à penser le rend positif, de sorte qu'il peut contrôler cet esprit négatif. C'est là l'explication scientifique de la guérison métaphysique, et cela permettra à quiconque de comprendre le principe sur lequel repose ce merveilleux phénomène. Cet esprit négatif contenu dans la cellule du corps a été appelé l'esprit subconscient car il agit sans notre connaissance consciente. Toutes choses ont leur origine dans l'esprit, et les apparences sont le résultat de la pensée. Ainsi, les choses en elles-mêmes n'ont ni origine, ni permanence, ni réalité, car elles sont produites par la pensée et peuvent être effacées par cette même pensée. Dans les sciences mentales comme dans les sciences naturelles, des expériences sont menées, et chaque découverte élève l'homme vers son prochain objectif. Nous constatons que chaque homme est le reflet des pensées qu'il a eues tout au long de sa vie. Cela s'imprime sur son visage, dans sa forme, dans son caractère et dans son environnement. Derrière chaque effet se trouve une cause, et si nous suivons la piste jusqu'à son point de départ, nous trouverons le principe créateur à partir duquel tout est survenu. Les preuves de cela sont désormais si complètes que cette vérité est généralement acceptée. Le monde objectif est contrôlé par un pouvoir invisible et jusqu'à présent inexplicable. Nous avons personnalisé ce pouvoir et l'avons appelé. Cependant, nous avons maintenant appris à le considérer comme l'essence ou le principe imprégnant de tout ce qui existe, l'esprit infini ou universel. L'esprit universel, étant infini et omnipotent, a des résultats illimités à sa disposition. Et lorsque nous nous souvenons qu'il est aussi omniprésent, nous ne pouvons échapper à la conclusion que nous devons être une expression ou une manifestation de cet esprit même. La reconnaissance et la compréhension des ressources de l'esprit subconscient indiqueront que la seule différence entre le subconscient et l'universel est de degré. Ils ne diffèrent que de la même manière qu'une goutte d'eau diffère de l'océan. Ils sont de la même nature et qualité, la différence étant seulement de degré. Vous pouvez apprécier la valeur de ce fait si important et réaliser que la reconnaissance de cette vérité énorme vous met en contact avec l'omnipotence.
L'esprit subconscient est le lien de connexion entre l'esprit universel et l'esprit conscient. Il est évident que l'esprit subconscient peut suggérer consciemment les pensées que l'esprit conscient mettra en action. Et comme le subconscient est un avec l'universel, il est évident qu'aucune limite ne peut être placée à ses activités. Une compréhension scientifique de ce principe expliquera les merveilleux résultats obtenus par le pouvoir de la prière. Ces résultats ne sont pas dus à